Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Emmanuel Le Chibre, le persécuteur des non-vaccinés, cite comme modèle à la réforme des retraites un texte pétiniste de 41. Mais quel aveu! Quoi? J'ai fait une erreur sur le nom d'Emmanuel Le Chibre? Ah, c'est Le Chypre! Ah, excusez-moi, avec une telle tête de... On peut se tromper. Mille pardons. Avant de développer cette information, on va revenir sur ce qui fait la une de vos journaux. C'est la réunion entre Macron, Scholz et Zelensky à Paris. Alors, comme d'habitude, Zelensky demande de l'armement lourd, de longue portée. Il faut que la guerre soit plus violente, qu'elle saigne, qu'il y ait davantage de destruction et de mort. Et tous nos journalistes sont en pâmoison devant un tel objectif. Et puis, il y a véritablement de quoi admirer ces trois hommes. Pensez, 3 sur 3. Et oui, Scholz est accusé dans son pays, dans une affaire, le Cum-Ex, de malversation financière. Au centre, Emmanuel Macron, eh bien, il y a le juge Tourner qui enquête sur un financement illégal de campagne en 2017 et 2022. Vous avez l'affaire McKinsey. Olivier Marleix accuse le président Macron de pacte de corruption dans l'affaire Alstom. C'est du lourd quand même. Et puis à gauche, Zelensky, évidemment, le héros des Pandora Papers, celui qui détourne l'argent de son peuple pour le placer dans des paradis fiscaux. Voilà, il y a de quoi véritablement être admiratif quand on est un journaliste aux ordres. Mais ça ne va pas malgré tout de soi. Alors il faut faire en sorte que le narratif anti-russe continue et de donner en titre de nos journaux de fausses informations. Ou pas exactement de fausses informations, de non-informations. On va regarder de quoi il s'agit. En effet, à la tête du Figaro, on nous explique que le président Poutine, il existe de fortes indications que le président russe Vladimir Poutine a décidé de fournir le missile Buk aux séparatistes de la RPD, c'était des pro-russes, mais qui étaient ukrainiens, qui n'appartenaient pas à la Russie à l'époque. Et d'ailleurs, le président Poutine, parce qu'il faudrait le rappeler, ne voulait pas intégrer ces provinces en Russie. C'est seulement parce qu'ils ont été persécutés que ces régions ont été intégrées. Donc déjà, une malversation dans les titres. Ensuite, il faut rappeler, et c'est dit quand même en fin d'article, la Russie a nié toute responsabilité dans la destruction du vol MH17. Car si les journalistes estiment que ceux qui fournissent les armes sont responsables des destructions, il faudrait qu'ils aillent au bout de leur raisonnement. Le président Macron, le président Biden devraient terminer au fond du trou. On rappelle que les canons César ont tué des civils dans le Donetsk. Voilà, donc tout ça, c'est de la non-information. Et quand j'ai lu cet article, je me suis dit, c'est de l'inversion accusatoire. Manifestement, Biden est accusé de quelque chose. Et je me suis dit, mais quel est l'article qui devrait être à la une du Figaro ? Eh bien, j'ai pas eu besoin de chercher longtemps. C'est dans le Times. C'est quelque chose que nous savons bien évidemment. C'est François Asselineau qui a fait un très bon article dessus. Le sabotage du Nord Stream 2, donc ce fameux gazoduc, a été réalisé par la CIA sur ordre de Biden. Bon, on s'en doutait un petit peu. Mais là, voilà, si vous voulez, c'est un journaliste extrêmement respectable, Seymour Hersh, qui l'affirme dans le Times. Ah, ça aussi, des implications, ça devrait être à la une. Pourquoi ? Tout simplement, lorsque vous détruisez des intérêts économiques allemands, l'Allemagne devrait déclarer la guerre aux USA. Et vous voyez Scholz faire le guignol avec Zelensky à Paris. Cela en dit long, là encore, sur l'état de corruption de nos élites. Ils sont prêts à sacrifier les intérêts de leur pays pour plaire à l'oncle Sam. Alors, l'oncle Sam, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas envie de faire la paix avec la Russie. C'est très bien que ça ne peut pas durer comme cela. Alors, ça pose aussi un problème à Emmanuel Macron. Il est obligé d'équilibrer. Alors, il utilise une technique qui est tout à fait détestable, c'est le fameux « en même temps » qu'on appelle dans le milieu informé la technique du râteau. On ratisse très large. Par exemple, on fait en sorte que les fanatiques puissent être rassurés dans une certaine mesure. On fait parler l'ignoble Claude Malhuret qui nous explique si l'Europe veut une paix durable sur le continent, j'aime bien, pour faire la paix, il faut faire la guerre et tuer beaucoup de monde, elle doit apprendre le langage de la puissance, le seul que les dictateurs comprennent, affirme Claude Malhuret lors d'un débat visant à exprimer le soutien du Sénat à l'Ukraine. C'est évidemment pour satisfaire Zelensky, ça. Donc Claude Malhuret veut tranquillement donner les clés de l'armée française
et de la bombe nucléaire à l'Union européenne. C'est ça la puissance. Comment appelle-t-on de tels traîtres? Oui, bien évidemment. Donc on fait jouer les malurés, on fait jouer tous les va-t-en-guerre. Et puis de l'autre côté, on fait jouer les pacifistes. Avec Pierre Lellouche, c'est la technique du râteau, pour apparaître peut-être un peu plus raisonnable. Après un an de guerre en Ukraine, le troisième acte de tous les dangers, évidemment Pierre Lellouche avertit, si on continue l'escalade, eh bien on risque d'avoir une guerre nucléaire. Pierre Lellouche, alors pas de jeu de mots sur Pierre Lellouche en me disant qu'il n'est pas net, c'est trop facile. Mais c'est vrai que c'est un atlantiste. C'est un atlantiste qui est certainement assez proche des milieux républicains et qui sont en train de militer, ces milieux républicains aux États-Unis, pour la paix. De plus en plus, il y a de plus en plus de militants républicains qui disent « ça suffit ce qui se passe en Ukraine ». Alors le président Macron, la technique du râteau, vous avez un belliciste et puis vous avez un pacifiste. Et puis il vérifie... Non, puisque c'est son camp, celui qui reçoit le plus de suffrages. Et en fonction, il va choisir la position. Vous remarquez que déjà, il a reçu le président Zelensky en expliquant qu'en effet, il était du côté de l'Ukraine, mais que les armes, ça devient de plus en plus compliqué pour lui. C'est quand même assez intéressant. Vous voyez, il avait fait le même coup avec le Covid, et je vous en parlerai dans un instant. Ce qui est certain, c'est que le président Macron fait jouer la grosse Bertha. Et la grosse Bertha s'appelle LCI. Vous imaginez ce titre que je crois est quasiment improbable. Je voudrais vraiment vous faire un câlin. L'étonnante demande d'une journaliste à Volodymyr Zelensky. Alors, ça... Embrasser un type qui fait du détournement fiscal, qui fait en sorte que l'Ukraine soit une véritable dictature, qui entraîne son peuple dans une guerre sanglante, en effet, on a envie de faire un vrai câlin. Mais sur LCI, c'est une triste habitude, puisque les Russes sont même allés dénoncer leur attitude. Un passage de la chaîne LCI sur les plan de dérussification de la Crimée en cas de reconquête par Kiev n'est pas passé inaperçu, à tel point que le représentant russe à l'ONU, Dimitri Polyansky, l'a dénoncé lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Que voulez-vous que nous pensions lorsque sur une des chaînes de télévision nationale française, des commentateurs déchaînés parlent en direct, il y a quelques jours, de nettoyer la Crimée des Russes ethniques après sa future libération entre guillemets. Bon, voilà les journalistes de la LCI, voilà les journalistes qui admirent Zelensky et Emmanuel Macron. Oui, on a bien compris, c'est à vomir. Et j'ai envie de dire que naturellement, nous allons parler de ce personnage, Emmanuel le Chypre. Le Chypre. En effet, qui prend pour modèle un texte de 1941 du régime de Vichy et de l'occupation nazie de la France pour défendre la réforme des retraites de Macron. C'était en effet le même personnage qui avait dit au sujet des non-vaccinés « on ira les chercher avec les dents, avec les chiens, on les embarque de force entre deux gendarmes ». Philippe Béchade ajoute « et on fait bosser les salariés jusqu'à ce que mort s'ensuive ». C'est normal, évidemment, que lorsqu'on a une telle représentation du monde, qu'on cite le maréchal Pétain. C'est intéressant, cette notion de collaboration. On la voit sur Zelensky, on la voit sur les retraites. Il y a comme une continuité. Alors, le Chypre, je vais arriver à le dire, le Chypre, c'est aussi celui qui avait fichu dehors notre Philippe Béchade, tout simplement parce qu'il lui reprochait d'être anti-Macron. Voilà qui sont les gens qui travaillent sur BFM TV. Mais c'est à peu près tous les journalistes aujourd'hui. Si vous émettez une critique tout à fait fondée, vous êtes contredit dans la minute par le journaliste. Voilà ce qui est arrivé à Nicolas Dupont-Aignan face à Sonia Mabrouk. Quand Nicolas Dupont-Aignan dénonce à juste titre le scandale des emprunts d'État indexés sur l'inflation, qui coûte 15 milliards d'euros en 2022, la journaliste Sonia Mabrouk défend le gouvernement. Et Philippe Murer dit « Désolé madame, vous protégez Macron alors que vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement et ce que dit Nicolas Dupont-Aignan. » Vous avez vu cette attitude systématique. On défend le gouvernement jusqu'à l'absurde. Alors, nous avons évidemment des informations sur ce sujet. Il y avait eu un article décrit sur cette question. Même, je ne sais pas si vous avez déjà fait un emprunt avec des taux variables, mais vous savez que c'est une catastrophe quand les taux remontent. Or, lorsque le gouvernement a fait ses emprunts, tout le monde avertissait que les taux allaient remonter. Donc, la question qui se posait, soit ils étaient littéralement incompétents,
soit il faisait du très court terme pensant qu'il n'allait pas être réélu. Alors, ce sont des patriotes qui avaient dénoncé ce genre de choses. Une facture qui pourrait coûter 40 milliards sur 2 ans. Le journal économique Les Échos avait livré le 30 juin dernier une première estimation à hauteur de 17 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique sur l'année 2022, dont 15 milliards du fait de l'émission d'emprunt par l'État dans un contexte de forte inflation. Sauf que cette estimation était basée sur une inflation de 6% et n'expliquait pas du tout l'erreur de gestion flagrante. Il s'avère que le coût pour la seule année 2022 sera plus proche des 20 milliards d'euros, un quart de recette annuelle de l'impôt sur le revenu. Comme précisé dans le communiqué de Génération Frexit. La facture totale devrait donc, d'après Génération Frexit, s'élever à plus de 40 milliards sur la période 2022-2024. Génération Frexit qui reproche également au gouvernement son manque d'anticipation. En effet, après son introduction en 1998 sous l'impulsion de DSK, cet outil financier a été utilisé durant tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et ce, malgré le fait que les taux fixes auxquels la France empruntait n'ont jamais excédé les 1%. Il était complètement irrationnel de continuer à souscrire à des emprunts indexés sur l'inflation, étant donné le niveau historiquement bas, justement, de ces taux d'intérêt. Voilà, donc Nicolas Dupont-Aignan a tout à fait raison, et vous voyez une journaliste défendre bec et ongle le gouvernement. Sonia Mabrouk, là encore, nous déçoit grandement. Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit hier, en bas de page, eh bien qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites. Alors, bien évidemment, je l'ai déjà traité dans un numéro, alors je vais rappeler quelque chose. Que vous ne méprenez pas sur ce que j'ai dit hier. C'est le gouvernement qui est en train de faire une manipulation, certainement pour plaire au Fonds monétaire international. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'argent dans les caisses. Car, toujours sur ce BFM, au temps où ils étaient à peu près honnêtes, ils nous ont expliqué, en effet, l'arnaque sur les retraites. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a près de 175 milliards, c'est le pactole, une pactole énorme pour financer les retraites. Nous avons la CADES, nous avons les retraites complémentaires, plus de 116 milliards. Nous avons toute une série de caisses qui font, quand on les additionne les unes après les autres, il y a 175 milliards d'euros. Donc il n'y a pas de problème pour financer les retraites. Nous savons donc très bien que c'est une arnaque du gouvernement et nous l'avons dit sur cette chaîne, donc voilà, je le répète à ce moment-là. Mais vous constatez que soit Emmanuel Le Chypre, soit Sonia Mabrouk, on va dire n'importe quoi, on va défendre bec et ongle la politique du gouvernement. Eh bien, on va passer maintenant à la page politique sanitaire. En effet, il y a un grand débat sur les réseaux sociaux. Regardons un peu de quoi il s'agit. C'est en effet l'AFP Factuel qui nous indique que 1 million de Français concernés par des myocardites post-vaccinés en Covid, c'est faux. Les myocardites restent en effet très rares dans la vaccination, rappellent les experts, et sans gravité la plupart du temps. Une myocardite sans gravité, tiens, c'est nouveau, mais enfin, peu importe. Voyons voir. C'est Laure Gonzé-Lamarre, dans un thread assez intéressant, qui est très bien argumenté, explique qu'il pourrait y avoir 1 million de personnes qui pourraient être atteintes de myocardite post-vaccinale sans le savoir. Et c'est très important, c'est sans le savoir. Ce qui va suivre est extrêmement grave. Voici toutes les sources, une à une, pour que vous vérifiez par vous-même. Voilà, donc elle nous donne des éléments. Et l'AFP Factuel, évidemment, réagit en disant tout ça, c'est archi faux. Pourtant, lorsqu'on lit l'article de l'AFP Factuel, on s'aperçoit que la source principale, c'est le professeur Muller, qui explique qu'on pourrait avoir 800 fois plus de myocardites non décelés dans la population. C'est pour cette raison que Laure a donné ce chiffre. Alors, qui est ce professeur Muller ? Eh bien, le professeur Pascal Deffey, président du groupe de rythmologie et stimulation cardiaque de la Société française de cardiologie, a assisté à la présentation de cette étude à Barcelone. Donc ce sont des cardiologues qui ont constaté qu'il y avait de plus en plus de patients dans leur cabinet, notamment de gens atteints de myocardite, et qui s'interrogent, c'est de l'observationnel. Il y en a un qui est allé regarder dans le cœur et qui a trouvé en effet des excès de troponine ultrasensibles, des enzymes qui sont, un des symptômes des myocardites. Ce n'est pas les seuls, il est vrai. Alors, ce professeur met en garde, ça j'aime bien, en fait, il dit juste, on n'a pas suffisamment de preuves aujourd'hui pour l'affirmer. Ce n'est que de l'observationnel.
Ils n'ont pas recherché de données cliniques sur les myocardites, ils ont fait de la biologie systématique. Voilà, hein, c'est juste pour déjà avoir des idées. Et dans ce qu'on appelle dans le pas à pas dans la recherche, ils sont en effet très inquiets. Donc, ils parlent entre eux. Ce genre d'affirmation, on en trouve très souvent de la part des médecins. Il y a eu en effet ce symposium en Belgique. Là, vous avez ces médecins qui nous expliquent que chaque semaine, j'ai 10 à 15 personnes qui sont impactées par ce vaccin. Les problèmes ne viennent pas du Covid long, mais de l'atteinte des vaccins. Voilà ce qu'affirme, c'est ce qu'affirme un médecin, c'est son avis. Je n'ai pas à juger de ce qu'il dit, mais voilà, nous avons de très nombreux témoignages. Nous avons aussi une augmentation de la mortalité. Donc tous ces éléments devraient normalement pousser le gouvernement et les autorités à essayer de chercher les véritables causes. C'est peut-être pas le vaccin, c'est peut-être autre chose, mais il faut chercher. Il y a des cardiologues, des médecins qui nous disent « Attention, c'est peut-être des effets secondaires ». D'ailleurs, Arte a fait une émission là-dessus. Vaccination anti-Covid, vivre avec des effets indésirables, documentaire complet, voilà. Et surtout, ce qui est triste et ce qui est dit quand même par beaucoup de médecins, c'est que ceux qui sont impactés par ces effets secondaires, c'est une catégorie qui avait très peu de chances de faire des formes graves du Covid. Voilà, c'est ça qui est épouvantable. Alors, l'AFP factuelle, pour défendre le gouvernement, et ça nous rassure absolument pas, parce qu'elle interroge ce monsieur. Ce monsieur, c'est Mahmoud Zourek. Regardez sa spécialité. Il est professeur de santé publique et d'épidémiologie. Ce sont, un peu comme Blachier, si vous voulez, hein, ça nous donne une idée. Mais surtout, ce sont ces gens-là qui nous ont expliqué, en mars 2020, que le Covid allait tuer 500 000 personnes en France. Ils se sont trompés de A jusqu'à Z. Et ce sont eux qui sont des cautions scientifiques. Parce que, regardez ce que dit le professeur Zourek, un politique nommé par le gouvernement, qui plus est, hein, il faut ajouter ça. Et en tout état de cause, sur Zourek, la vaccination ne peut avoir provoqué 1 million de myocardites en France, outre le fait que les auteurs des publications sur les réseaux sociaux font l'amalgame entre lésions myocarditiques et myocardite. Alors déjà, c'est faux, ce ne sont pas les auteurs de publications sur les réseaux sociaux, ce sont des cardiologues. Donc, je trouve le procédé assez mesquin. Cette hypothèse est totalement infondée. C'est une pathologie à l'origine assez rare. Et là, on passerait de 2500 myocardites hospitalisés en France à 1 million et ça passerait inaperçu. Impossible. Le seul ennui, ce que disent les cardiologues, ce sont donc des myocardites qui n'ont pas été décelées. Ce sont des petites myocardites et elles sont en effet actées par ces mêmes cardiologues. Donc, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Alors, au lieu d'essayer de dire non, c'est pas vrai, et nous voyons depuis 2 ans, ils nous disent non, puis 6 mois après, ah bah non, en fin de compte, on s'est trompé. Il ferait mieux de nommer des grands spécialistes pour nous rassurer. Peut-être en effet que tout ça, c'est infondé, peut-être. Mais pour cela, il faudrait des vrais spécialistes et non pas des politiques, des épidémiologistes qui sont là pour défendre le Big Pharma et le gouvernement. Justement, je vous ai dit au début de cette vidéo la fameuse technique du râteau. Souvenons-nous, pendant le Covid, il y avait chez les macronistes 2 groupes. Vous aviez les enfermistes, avec Jomier, Malhuret, Gilbert Deray, bon bref, tous ces gens absolument épouvantables. Et de l'autre côté, vous aviez non pas des rassuristes, mais les raisonnables, hein, comme Gérald Kierzek. Or, Gérald Kierzek travaillait pour Emmanuel Macron. Macron s'est appuyé sur les deux en fonction de ses intérêts. Il regardait l'opinion. À un moment donné, il a donné raison aux enfermistes parce qu'il y avait une véritable inquiétude. Ils ont travaillé la terreur. Et puis, lorsqu'il y a eu une lassitude, il s'est appuyé sur Gérald Kierzek en respectant ses avis. Cette technique du râteau permet de ratisser large. Donc, le seul ennui, c'est pas le seul ennui, il y a plus d'un, mais enfin, et notamment sur le plan moral, mais il y a des décisions qui ont été prises. Des décisions qui pourraient normalement être jugées au pénal. Il faudra un jour que la lumière soit faite. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à lever le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, c'est vraiment extraordinaire. Là, je suis un petit peu à la bourre au niveau de mon travail. J'ai pas eu le temps de répondre à beaucoup de personnes, mais je vais essayer de me rattraper, promis. En tous les cas, passez une excellente soirée et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.